C'est l'heure de politique en partenariat avec Slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors les tirs de mortier et les armes se sont tus. Les émeutiers ont visiblement été découragés par les moyens déployés par l'État. 45 000 policiers sur le terrain pendant plusieurs jours. Des arrestations, des comparutions immédiates et des incarcérations. Le feu semble éteint, mais les braises sont sous la cendre. L'exécutif veut ramener le calme avant de répondre au malaise. Mais il sait seulement... Je reprends, mais savent-ils vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer? Le drame de la mort de Naël et des émeutes auront fait des dégâts sur le plan humain et politique. La classe politique n'a pas donné le meilleur d'elle-même ces derniers jours dans cette situation, ramenant bêtement chacun dans sa case idéologique et démagogique. On en parle aujourd'hui avec Bruno Jeudi, éditorialiste. Bonjour à vous. Bonjour Roselyne. Carole Barjon de l'Obs. Bonjour à vous Carole. Bonjour, et en fin d'émission, Véronique Reissoult analysera les réseaux sociaux comme chaque jeudi. Alors ce matin, Emmanuel Macron était en déplacement à Pau. Voici ce qu'il a brièvement dit quand on lui a tendu le micro. Mais nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est advenu. Bon, Emmanuel Macron, parce qu'il n'avait pas de son en plateau, dit qu'il ne veut pas de précipitation. D'abord le retour au calme et après on analysera les problèmes. Mais on verra quoi en fait? On a une idée? D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que ce qu'il exprime, c'est dans le bon ordre. C'est-à-dire rétablir l'ordre d'abord et avant toute chose. Il faudrait d'ailleurs y accoler la nécessité de l'unité, comme d'ailleurs l'a souhaité et pratiquement seul le pratique François Hollande, puisque unité et répression, retour à l'ordre, c'est l'obligation du moment. Et on attend cela de n'importe quel chef d'État, à vrai dire. Il est aux commandes, il est à la tête de l'exécutif, c'est à lui de... Voilà. Alors après, qu'est-ce qui peut survenir? On ne peut pas se contenter d'attendre tout d'Emmanuel Macron ou tout du président de la République. Il faut aussi considérer le contexte national et le contexte. Et le contexte national, c'est la haine à tous les étages. On l'a suffisamment dit et répété, mais la haine, on l'avait vu exploser au moment des Gilets jaunes, et la violence d'ailleurs, avec le poids de ce slogan ou de cette certitude ou cette conviction tirée des Gilets jaunes, à savoir que seule la violence paye, ou seule la violence aurait payé. Donc il y a ça quand même qui pèse sur les consciences. Oui, mais il n'y a pas de revendication là. Non, il n'y a aucune idée mise en avant, en effet, alors que les Gilets jaunes, on pouvait considérer qu'il y avait une protestation malgré tout sociale. Non, là, il n'y a pas de choses de ce genre. Mais il faut avoir cela en tête. La haine à tous les étages. Quand vous avez un tel désordre à l'Assemblée nationale, de telles invectives, une telle véhémence, une telle violence, imaginez que ça ne puisse pas ne pas retentir sur le climat général du pays. Donc d'après vous, la violence verbale précède la violence tout court? Bien sûr, mais pas seulement la violence de l'Assemblée nationale, la violence dans la société elle-même, les violences intrafamiliales, l'agressivité permanente qu'il y a dans le pays. Et encore une fois, la représentation nationale, l'exemple qu'elle a donné, enfin qu'en donné certains, c'était vraiment comment respecter ensuite cela, comment pouvoir se prévaloir d'une autorité quelconque quand on la détruit soi-même par son propre comportement. Donc déjà, mais ça date pas. Oui, mais ça ne date pas, d'accord. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, s'il n'y a pas une prise de conscience que ça concerne un peu tout le monde, cet état d'esprit et cette façon de faire et cette violence larvée, pourquoi voulez-vous qu'ensuite ceux qui se sentent frustrés s'en privent? Bruno, c'est vrai qu'on compare forcément, l'élément de comparaison sont les émeutes de 2005, mais en fait c'était vraiment différent. On va dire que c'était peut-être plus politique en 2005 qu'aujourd'hui, où dans le fond on l'a vu, ce qui intéressait beaucoup les jeunes, notamment sans vouloir généraliser, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, c'était les pillages. Et en fait c'était pas de revendication, pas spécialement de prise de parole. La colère, c'est un mot un peu valise, tout le monde est en colère certes, mais c'est pas plus éclairant. En quoi vous trouvez que c'est différent de 2005, si vous trouvez que ça l'est? D'abord par la durée. 21 jours en 2005. Là, on est sur une petite semaine à peine. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que le gouvernement, l'exécutif s'en sort plutôt pas si mal.
je peux dire entre guillemets, Ouais, parce que finalement la réponse graduée avec 45 000 policiers et une célérité et sévérité maximum avec la circulaire Dupond-Moretti a plutôt rapidement ramené chacun dans ses pénates. J'ajoute que il y a la conjugaison de 3 phénomènes. Ils ont fait leurs courses, les pilleurs, parce qu'ils n'avaient pas de revendications, seulement pillés pour cela. 2, l'épuisement des munitions, plus de mortiers d'artifice. Donc, voilà, c'est comme ça. Ils avaient fait des... Vous savez, dans les cités, maintenant, il y a les dealers. Il y a une cave pour le deal, une cave pour les mortiers. Et voilà, donc moins de mortiers. Donc, ça se calme. Et puis, le 3e point, je crois que les gros bonnets de la drogue, ils ont sifflé la fin de la partie. Hein, et donc, à un moment, il faut retourner au travail et pas trop avoir les policiers dans les cités. C'est hélas le triste sort des banlieues françaises et européennes et même dans les pays occidentaux, parce que la France, de ce point de vue-là, la situation est guère différente de chez nos voisins. Et ces 3 phénomènes combinés font que ça a duré une semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la poussière sur le tapis, que c'est terminé. Emmanuel Macron va prendre le temps du diagnostic. Espérons que ce soit pas trop long et pas encore une phase de procrastination comme il l'aime tant. Il faudra de l'action. Il prend les choses par le bon bout, l'autorité parentale. Pas forcément besoin d'un énième plan banlieue, mais pas non plus forcément couper les robinets, parce que ne plus donner d'argent aux banlieues, ce serait sans doute ce qu'il y aurait de pire. Bon, mais en même temps, il faut composer avec la population qui a pas très bien vécu tout ça. Il faut aussi ajouter, par rapport à ce que décrit Bruno, il faut aussi ajouter ce qui a été mis en avant par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire une étude sociologique de qui sont les émeutiers, parce que tout le monde parle on va en et parler. tout le monde ramène sa solution ou son bouc émissaire, plus exactement, alors sans exactement savoir de quoi il y retourne. Alors on va écouter dans un instant Gérald Darmanin, qui est effectivement auditionné par la commission du Sénat. Mais Carole, je voudrais vous entendre, vous, sur... Jean-Marie disait tout à l'heure, il ne faut pas attendre tout de l'État. Est-ce qu'il y a un travail à faire avec tout le monde, en vérité, que ce soit les habitants, que ce soit les associations, la culture, le sport, les profs? C'est multifactoriel. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et nouveau finalement, c'est l'appel effectivement aux parents, parce que on n'avait jamais entendu ça à ce point comme ça. Et de fait, tout le monde, je crois, a vu cette vidéo d'un qui ramène son fils par l'oreille pour qu'il rentre chez lui et qu'il aille se coucher. Et au fond, ça a frappé tout le monde, et il y avait plein de commentaires sur le thème. Bah oui, si tous les parents faisaient ça, bon. Donc ça, je trouve que là-dessus, Emmanuel Macron a eu raison. Et bon, après, il faut voir comment c'est mis en pratique, et on sait très bien les raisons pour lesquelles parfois les parents ne sont pas en mesure de surveiller leurs enfants tout le temps. Il y a beaucoup de mères, par exemple, de parents isolés, etc., etc. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le dire et donc lancer cet appel. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et pour le reste, pour l'ordre, pour ce qui est de rétablir l'ordre, Macron a parlé d'ordre durable. Et c'est là toute la question, parce que, en fait, quand vous dites l'État ne peut pas tout, je suis d'accord, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a un problème à la racine à l'école. Oui, voilà. Bien sûr. Et ça, l'école publique, c'est l'État. Donc, il y a un gros effort à fournir de ce côté-là. Le problème étant que... Mais encore faut-il... Non, mais moi, je mettais en cause... C'est du très long terme. Moi, je mettais en cause une part de l'esprit public avec la haine permanente, les invectives permanentes de la part de gens qui sont censés commencer par se respecter, élaborer des lois en commun, chercher des compromis. Pas du tout. On est vraiment dans ce climat-là. Oui, mais... Dans ce climat-là, ça finit par exploser, bien sûr, parce qu'il y a une sorte d'incitation permanente à la violence. Alors, hier, Gérald Darmanin a été donc entendu par le Sénat en donnant plusieurs chiffres, 12 000 véhicules incendiés, 273 bâtiments de police et gendarmerie attaqués, 168 écoles également. Le ministre de l'Intérieur, interrogé sur le profil des émeutiers ce mercredi, a rejeté l'explication identitaire des émeutes avancée par une sénatrice LR. Écoutez sa réponse. Le président de la République a demandé au garde des Sceaux et à moi-même
postérieur aux interpellations, au travail de la justice, de faire très rapidement une étude sociologique pour savoir qui sont ces personnes. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Voilà, c'est assez inhabituel, ce genre de posture chez Gérald Darmanin, comme s'il voulait apaiser les choses face peut-être au RN et à la droite. L'Élysée est en train d'emboîter le pas de ce que François Hollande a dit dimanche, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne font pas de lien entre ce qui s'est passé, cette ultra-violence dans les quartiers, et l'immigration. Gérald Darmanin nous explique, comme l'Élysée, qu'en gros, il y a 90% de Français. Bon, voilà, c'est une explication que je trouve un peu, alors factuellement sans doute vraie, un peu sommaire, parce que ça évidemment, ça évite de parler de la question de l'assimilation ou de l'intégration, suivant qu'on voit ça de la droite ou de la gauche, mais au fond, c'est la question de la deuxième et troisième génération qui a quand même du mal à s'assimiler, à s'intégrer, et qui s'appelle pas que Mathéine et Mathéo, Kevin et Mathéo. Au-delà des prénoms, c'est ridicule. Appelons un chat, c'est d'immigration récente qui a du mal à s'intégrer, et ça c'est le vrai problème. Maintenant, moi je trouve que la vraie question, c'est peut-être même pas la question de l'immigration, même si la question du repli communautaire est absolument incontestable. Moi je pense que c'est la question de la drogue. La question essentielle des quartiers aujourd'hui, c'est les ravages de la drogue. C'est une économie souterraine qu'emporte tout, pas seulement les enfants. Ce qui est fou, c'est que ce soit eux qui sifflent la fin de la récré, entre guillemets. Et ça, c'est une question qui est latente dans tous les pays occidentaux. Ça met même actuellement, ça fait vaciller des États. La Belgique, les Pays-Bas sont infiltrés au plus haut niveau. Donc les quartiers aujourd'hui sont sous la coupe réglée des vendeurs de drogue. Je pense totalement, exactement comme Bruno, parce que c'est vraiment la clé du... Et on est soumis à l'empire de la drogue. Mais quand on parle de la drogue, on parle d'ailleurs à Marseille, un mort chaque jour ou presque, c'était les dealers et ainsi de suite. Mais on oublie toujours de parler de la demande. S'il y a un tel trafic de drogue, c'est parce qu'il y a une telle demande en France. C'est ce que dit toujours Darmanin. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui consomment la drogue et qui la réclament, qui se font même livrer aujourd'hui comme des Uber Eats, chez eux. Donc, quels sont les milieux qui consomment ? Ces milieux qui sont prompts à dire l'immigré, non, tous les milieux, etc. Ça traverse tous les milieux, couches. mais les milieux les plus donneurs de leçons ne sont pas exempts de cette consommation de drogue. La France est un des pays qui consomme le plus. Donc on commence aussi par regarder cette réalité-là en face. Parce que sans cette demande, vous n'avez pas le poids de ces trafiquants et la gangrène que ça... Alors justement, il y avait le débat, et d'ailleurs le maire de Bègles, Carole, qui veut faire expérimenter la légalisation du cannabis dans sa région. Je vois que vous levez les yeux au ciel. Non, mais est-ce que c'est une piste? Notre système aujourd'hui ne marche pas. Est-ce que essayer autre chose pourrait... Alors, c'est pas pour ça Il me semble que les Pays-Bas sont revenus là-dessus. Les Pays-Bas sont revenus en partie, je crois. En partie, parce qu'ils ont constaté. Oui, mais regardez le Canada, ça fonctionne plutôt pas mal. Que ça ne changeait rien. Il y a un ou deux États aux États-Unis aussi, je crois, qui a dépénalisé. À New York. Non, mais si on veut vraiment chercher des solutions à la racine, il faudrait peut-être à ce moment-là faire en sorte d'expurger les raisons pour lesquelles les gens ont besoin de drogue dans ces cas-là. Si on veut vraiment chercher des solutions qui ne soit pas uniquement de la répression, de mettre les gros trafiquants en prison, ou les moyens d'ailleurs, parce que les petits... C'est plutôt les moyens. Parce que c'est les moyens, on les punit pas trop, parce qu'on sait très bien qu'ils mènent au gros, et que donc il se passe dans les quartiers ce qui se passe, notamment parce que la brigade des stupes veut toujours remonter les filières. Bon, moi je suis pas certaine que la légalisation honnêtement soit une solution, mais bon, ce qui est certain, mais je peux me tromper. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui un jeune peut gagner le salaire d'un prof en une journée. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous allez avoir du mal à le faire rentrer dans le moule républicain du citoyen
qui respectent les droits et les devoirs. Et avant ces émeutes, on constatait que, et c'est parce que le ministre de l'Intérieur le disait que c'était faux, que partout où la police avait fait un effort, partout où la police portait le fer contre les trafiquants et dans les milieux de la drogue, là, la violence était beaucoup plus intense. Mais c'est ce qui s'est passé en 2005. Mais remarquez que les politiques, personne ne met, pardonnez-moi l'expression, mais ne met le nez dedans. C'est-à-dire que les politiques, soit c'est la politique de l'excuse, parce que le chômage, machin, les quartiers, la ghettoisation, mais la drogue, personne, aucun politique. Exactement. Mais moi, comme si dans le fond, cet écosystème convenait en fait à certains élus locaux même. Pas tous, évidemment. L'impuissance, c'est quand même vraiment le maître mot face à ce problème. Mais moi, ce qui me choque le plus dans ce qui se passe en ce moment sur la scène politique, c'est que chacun fourgue sa propre idée de ce qu'il veut faire avancer. Alors la droite vous dit tout de suite l'immigration, comme de toute façon il y a une obsession à droite en raison du poids de l'extrême droite vis-à-vis de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à réguler l'immigration, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin, on a probablement besoin d'une politique de quotas, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Et elle arrive en nous ramenant cela, ou alors supprimer les allocations familiales je veux dire, avec un arsenal de mesures qui est directement importé de l'extrême droite, c'est vraiment du... Mais je pense que sur l'autorité parentale, il va bien falloir faire quelque chose. C'est autre chose. La droite le réclamait depuis très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le réflexe, c'est un réflexe pavlovien, et donc on a et même Macron en parle aujourd'hui. Et donc s'il y a eu des émeutes, c'est qu'il y a trop d'immigrés. Voilà ce qu'on entend. Et à gauche, on entend évidemment Mélenchon et les siens qui nous disent... C'est la seule question, ce sont les violences policières. Jean-Marie, c'est une chose qui nous défait. Chacun nous fourgue son logiciel idéologique sans analyser chacun défend vraiment concrètement. D'accord. Mais là, on voit bien qu'une fois de plus, les quartiers, en gros, la politique de peuplement, elle consiste à quoi aujourd'hui ? Lorsque vous avez une nouvelle vague de migrants arrive, les préfets, où est-ce qu'ils les mettent ? Dans les quartiers populaires. Et qui s'en va des quartiers populaires ? Ceux qui ont été intégrés. Ils vont ailleurs, arrive une nouvelle vague. C'est les ghettos. C'est la politique des ghettos. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, Jean-Marie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a du mal. La France aujourd'hui est dans une situation où elle a du mal à absorber les nouvelles vagues. Bien sûr. Mais on est d'accord. Mais c'est pas sauf que vous répondez uniquement par ce moyen aux émeutes. Non. Il y a eu dans les émeutiers, ça peut être un facteur il y avait d'explication. 30% de mineurs. Je pense que c'est un des éléments de la réponse, c'est pas la réponse. 70% de majeurs. Que 30% de mineurs. Et on dit ces mineurs, ce seraient uniquement des enfants d'immigrés et ce serait relié au problème de l'immigration. Comment vous pouvez déduire ça? Je ne dis pas, Jean-Marie, je ne dis pas que l'immigration est le seul problème. Je dis, écoutez, ça n'a rien à voir. On est à un moment où la France, sa machine à intégrer... Mais on est d'accord, sa machine à intégrer peut-être, et d'ailleurs on néglige la cohorte de ceux qui s'intègrent. De ceux qui réussissent. Donc on oublie d'isoler simplement une minorité. Ceux qui réussissent quittent les quartiers et on les remplace par des populations encore plus paupérisées. Les policiers qui connaissent les quartiers vous disent tous que ce sont des minorités et dans le phénomène... Enfin, ils font beaucoup de dégâts quand même. Oui, bien sûr. Et dans ce qu'ils pointent, ils pointent aussi une sorte de déshérence qu'il faut bien appeler par son nom, qui est sociale, qui est un univers paupérisé, où on dit pourquoi les enfants sont dehors, pourquoi il n'y a pas d'autorité parentale. Parce que dans les logements tels qu'ils sont, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, surtout dans les périodes de chaleur, autre que dehors. Donc, on avance. Mieux maîtriser les flux migratoires. Alors je vous arrête parce qu'il faut qu'on avance un petit peu et donner des exemples sur ce qui est dit. Donc la droite, elle, va un peu dans le sens inverse de Gérald Darmanin, bien qu'il ait reconnu qu'il peut y avoir des réflexes communautaires ou identitaires ou comme de classe sociale. Donc elle, la droite, elle ne fait pas dans la dentelle avec Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. C'était c'était hier. Ce matin. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Voilà, régression vers les origines ethniques, ça sous-entend, ils nous détestent, ils n'aiment pas la France.
Nique la France, comme on l'entend. Mais il a raison ou il n'a pas dans les fantasmes. La France insoumise, effectivement, c'est déchaîné en le traitant d'affreux raciste, etc. Mais alors, à mon avis, il s'est trompé quand même sur un terme. Parce que origine ethnique, vous pensez ce sont des Français par leur identité. Non, ce sont des Français par leur nationalité. Et précisément, probablement, il y a des phénomènes identitaires qui font qu'on entend des propos comme Nique la France et ce genre de choses assez fréquemment. Bon, donc tout le monde s'est focalisé là-dessus, mais je voudrais quand même rappeler que... Oui, mais on a vu, pardon, Carole, que dans les émeutiers et dans ce qui s'est passé, c'était pas le problème de revendication, quelle qu'elle soit, ethnique ou quoi, c'était... totalement assez consumériste, on va dire, c'était d'aller prendre les Nike ou des fringues de chez Zara. Pardon, c'est à la fois est-ce qu'on mélange pas tout? C'est à la fois consumériste, comme a dit Bruno, ils ont fait leurs courses tranquillement, ils ont pillé, et c'est également ils vont pas à la des bosquée, institutions de la République qui ont été dégradées, des écoles et des mairies, quand même. Non, mais on peut dire qu'une partie de cette jeunesse n'aime pas la France, on peut tout à fait le dire. De là, après, à ramener tout ça à des régression ethnique. Régression ethnique, je trouve que c'est extrêmement contestable. C'est un peu fort. Mais de même, il a d'ailleurs un petit peu corrigé. Il a parlé ensuite de repli communautaire. Absolument. Plutôt de repli communautaire. Le repli communautaire existe, sauf que j'aimerais qu'on verra ce que donne l'étude demandée par le ministre de l'Intérieur, mais on verra si le lien que vous faites entre immigration et les émeutes là est valide ou pas. Pour moi, non. Pour moi, on ne regarde pas la réalité telle qu'elle est et on veut à toute force. Vous savez, pendant longtemps, la France a vécu, notamment au 19e siècle, avec la France qui gouverne, avec un concept simple. Classe laborieuse, classe dangereuse. Mais là, on est immigré, classe dangereuse. Non, la réalité est plus complexe, la réalité est plus difficile à saisir que de venir devant l'opinion en disant je vais faire une loi anti-immigration, immigration zéro et je vais régler le problème. D'abord, il n'y aura jamais d'immigration zéro et en plus, vous ne réglerez pas ce problème. Mais moi, je pense que l'immigration zéro est une erreur fondamentale. Ça n'existe pas, l'immigration zéro. Je vais vous proposer d'écouter d'écouter la réaction de Raquel Garrido. Vous pourrez réagir si vous voulez, Carole, dans un instant. Donc, de la France Insoumise, on l'écoute. La France est une nation civique, pas une nation ethnique. Je n'accepte pas que des sénateurs disent qui est les bons Français, qui n'est pas bon Français. Nous sommes égaux. Et dire le contraire, c'est semer la graine de la guerre civile, ce qui est profondément dangereux, profondément inacceptable. Voilà, nous sommes égaux. Si on regarde justement les inégalités en France, mais peut-être qu'elle parlait en tant que peut-être être humain ou quoi, mais les inégalités, elles sont là, elles sont de plus en plus creusées. Oui, elles existent, elles se sont même creusées effectivement. Il y a des écarts de revenus de plus en plus grands chaque année, bien entendu. Mais là, c'est un sujet un peu différent. Enfin, je veux dire, soit ce qui était la question, c'était de savoir s'il y avait un lien entre immigration et ces émeutiers, donc immigration et délinquance. Je rappelle que Gérald Darmanin, qui évidemment se montre aujourd'hui extrêmement prudent, et on comprend pourquoi, parce qu'il va évidemment pas mettre de l'huile sur le feu maintenant, mais il avait fait lui-même le lien entre immigration et délinquance il n'y a pas si longtemps, et Emmanuel Macron aussi pendant la campagne. Également, pendant la campagne présidentielle. Donc si vous voulez... tout le monde l'a un peu fait, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que non, mais moi, Mathilde Panot, là, pour le coup, pour reprendre Retailleau, qui est le dernier à avoir parlé, si j'ose dire. Non, mais là, en fait, tout le monde a dit ça un peu plus ou moins. Et puis cette crise, elle montre, si vous voulez, on l'a vu d'ailleurs avec les maires reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, que le clivage droite-gauche se reconstitue un peu sur cette affaire de crise des banlieues. Chacun se rassure avec sa propre grille idéologique. Et à l'intérieur de cette lecture, le bras de fer sur l'immigration entre l'exécutif et les Républicains se durcit, parce que les Républicains ont peur d'être débordés par Marine Le Pen, et du coup il y a une espèce de course comme ça, avec un Éric Ciotti qui a réclamé l'état d'urgence qui finalement n'était pas forcément nécessaire, il a eu tort, et un Bruno Retailleau qui lui a plutôt salué l'action d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin en disant qu'il s'en était bien sorti, mais il durcit le ton sur l'immigration, parce que
devant nous, nous avons cette réforme de l'immigration que le gouvernement n'arrive pas à accoucher, que Gérald Darmanin croit pouvoir avoir une majorité. Je crois qu'on en est loin. Et à l'Élysée, on se fait aucune illusion sur ce terrain-là. Il n'y aura pas d'accord avec les Républicains. C'est impossible. Il n'y aura pas d'accord avec les Républicains. Oui, parce que l'exécutif refuse de durcir en quelque sorte. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a l'aile gauche de Renaissance qui montrerait les dents. Je crois que, alors, sauf si vraiment le diagnostic qu'a demandé Emmanuel Macron à ses ministres démontre le contraire, mais je crois que c'est quelque chose qui est ancré chez Emmanuel Macron. Il ne fait pas le lien avec l'immigration. Et de ce point de vue-là, il est sur la position de François Hollande. Mais pour reparler de la France insoumise... sauf qu'il avait dit le contraire. Oui, d'accord. Oui, mais il ne fait pas le lien avec la crise. Il ne fait pas le lien avec les émeutiers. Oui, voilà, il ne fait pas le lien. Par quel décret peut-on considérer faire un automatique? Attendons déjà de voir quel sera le profil de ces émeutiers, d'où ils viennent, de quel quartier. En plus, toutes ces histoires sont souvent réductibles à un patriotisme de quartier. Ces bandes de jeunes vivent dans le TikTokisation de la délinquance. Exactement. Donc là, on arrive aux réseaux sociaux, mais c'est exactement. Emmanuel Macron a voulu couper, mais il s'est un peu trompé et ils ont rétro-pédalé d'ailleurs rapidement. Mais c'est le thème de. Alors si la droite ne fait pas dans la subtilité aujourd'hui, il faut être clair. La gauche radicale, celle de Jean-Luc Mélenchon. n'est jamais déçu. Oui, on n'est jamais. De ne pas avoir appelé au calme, ça va laisser des cicatrices politiques, puisqu'il y a eu une désolidarisation de la part de Fabien Roussel, quasiment explosé la NUPES. Quasiment fait exploser la NUPES, cette affaire-là. Bien sûr. On n'est pas tout à fait là. Elle n'a jamais été aussi en situation de péril qu'elle l'est aujourd'hui. Même Olivier Faure, qui est entre guillemets le bon petit télégraphiste de Jean-Luc Mélenchon à l'intérieur de la NUPES, a fini par prendre ses distances parce que les maires socialistes... très légèrement, il est sous la pression des maires socialistes qui lui ont dit évidemment. Ça va pas du tout. Oui, parce que... Et puis il y a aussi l'opinion quand même. Il y a quelques sondages qui montrent que l'opinion est majoritairement... Et même les écologistes, le maire de Lyon, ils sont en train de revoir leur vieux logiciel gauchiste, là. Et ils veulent plus de policiers tout à coup. Ils découvrent un peu les bienfaits de la vidéosurveillance. Alors que vous parlez des polices municipales. Pendant longtemps, on a accusé la gauche et de son angélisme, etc. Mais quand même, sous Nicolas Sarkozy, l'énorme erreur, enfin vous allez me contredire ou pas, c'est d'avoir supprimé la police, de proximité. On peut considérer que c'est une erreur. Oui, c'est une grosse faute. Beaucoup de gens à droite l'ont reconnu. Oui, c'est une très grosse faute. Parce que c'était vraiment, donc aujourd'hui, ils peuvent chanter Ramona. Voilà, il y a eu... Ils l'ont reconnu quand même. Globalement, à droite, c'est un mea culpa qui a été fait par une bonne partie de la droite. Les dégâts sont là. En fait, la police de proximité aujourd'hui, c'est la police municipale. En fait, avec le recul d'une quinzaine d'années, c'est ce que disent les policiers nationaux au fond. C'est-à-dire que sur le terrain, le rapport de force a beaucoup changé avec la drogue, avec la guerre des gangs et tout ça. La police municipale, il y a une des conséquences qui va venir ou qui est peut-être déjà présente. Emmanuel Macron est quand même le spécialiste des crises, ou le président des crises. Il les accumule, docteur S-crise. Dans chaque crise, il a trouvé le soutien sans faille des policiers, des gendarmes, de tout ce qui constitue l'ossature, de la défense de l'État. Ils étaient là, ils ont fait leur travail. Ils étaient encore là pendant les émeutes, ils ont fait leur travail. Alors, il y a certains syndicats qui, évidemment, poussent le bouchon, etc. Oui, c'est là que je voulais en venir. L'inexcusable est mal passé. C'est là que je voulais en venir. Je veux dire, d'un point de vue d'un syndicat de police qui est, mettons, qui penche à l'extrême droite, parce que quand on regarde les bureaux de vote, Alliance, on voit le communiqué aussi. Et quand on voit la tonalité de certains communiqués, on se dit, voilà quelqu'un, le président de la République, qui peut être sous la pression de gens qui peuvent se dire, nous t'avons préservé, nous t'avons sauvé, donc voilà. Donc ils ont une monnaie d'échange ou une arme de négociation entre guillemets face au président de la République, qui est quand même inquiétante au total, je pense. Sans aller jusqu'à ce que dit Mélenchon, parce que pour Jean-Luc Mélenchon, la police est totalement idéologisée et elle est... La police tue, voilà. Mélenchon. Donc c'est pas le sujet. Mélenchon croit avoir raison. Je crois quand même, Jean-Marie, la police dans ce pays reste quand même très fortement républicaine. C'est ce que je viens de dire. Et donc le président de la République a pu, tout le monde d'ailleurs, a pu bénéficier, soit dans les Gilets jaunes, soit dans la crise actuelle, de la solidité des policiers, des gendarmes et de leur républicanisme. Il n'empêche que, les historiens feront les comptes, mais c'est un président qui doit déjà beaucoup
au sens des responsabilités dont on parle souvent des policiers et des gendarmes. Un petit mot de fin, parce qu'on va, on va conclure, non? Moi, je pense, oui, pour dire, il dit que le président des crises, il doit remercier les forces de l'ordre. Moi, je crois surtout qu'avec toutes ces crises qui s'accumulent maintenant depuis 2017, alors toutes ne sont pas à mettre sur le même plan, je mettrai le Covid et l'Ukraine de côté, c'est quand même à chaque fois, on voit bien derrière les crises, le président, il essaie de renouer le dialogue. Alors là, avec les maires, avant avec les gilets jaunes. C'est quand même reparti d'ailleurs. Oui, mais c'est quand même, Jean-Marie, la question du dialogue permanent. C'est-à-dire, au fond, il a tellement écrasé les corps intermédiaires, tellement écrasé le dialogue social. Tout ça, d'accord. Tout ça, oui, ok, d'accord. Mais il n'empêche que Emmanuel Macron, en 2017, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Révolution. Il était supposé avoir pris la mesure, parce qu'il est le produit d'une décomposition des systèmes précédents, quand même. Et donc, ayant analysé ça, on pouvait espérer qu'ils prennent effectivement un certain nombre de décisions, que ce soit des réformes de structure, que ce soit sur l'école ou autre, ou les services publics par exemple, parce que ça, les services publics, ça lui a explosé à la figure, ça nous a explosé à la figure, et tout ça n'a pas été fait. Et effectivement, à chaque fois, il a géré au fond l'après-crise, les sorties de crise, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est un bilan formidable. En tout cas, ce n'était pas la révolution qu'il souhaitait. Voilà. C'est clair. Ouais. Non. Mais on n'est pas à la fin du quinquennat. Merci. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. On part jamais à temps, ce générique. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors les réseaux sociaux ont été, on le sait tous, énormément importants, enfin ont joué un rôle clé, crucial même dans ces révoltes. Donc la question des parents a été posée tout à l'heure, Carole en parlait, ça a été posé par Emmanuel Macron et il y a une vidéo effectivement virale. Qui a été virale. Alors je vous fais juste un tout petit retour parce que vous vous rappelez que le président a expliqué, bon, c'était les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les parents. Donc voilà, il avait fait un tweet pour rappeler que effectivement les parents devaient être sans doute plus fermes, plus sérieux, en tout cas plus présents. Et du coup on a regardé quels sont les emojis associés à ce sujet, parents, émeutes et Emmanuel Macron. Et globalement, on va dire qu'ils sont plutôt favorables parce que vous avez le gyrophare qui vous dit oui, c'est un sujet grave, important, il faut faire quelque chose. Et globalement, les Français étaient d'accord. Mais ce qui est intéressant dans ce nuage, c'est que vous verrez, il y a deux petits symboles qui disent hommes et femmes. En fait, au milieu de tout ça, il y a eu un débat de pourquoi est-ce que ce sont toujours les mères et rarement les pères, et où sont les hommes, et il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux autour de où est l'autorité parentale, que sont-ils, et souvent on incrimine les mères qui sont extrêmement courageuses, qui montent au créneau, qui sont respectées, et d'ailleurs elles sont tellement respectées que quand elles montent au créneau, elles ont aidé, ça n'était pas les seules à aider, mais elles ont aidé à calmer. Je vous ai retenu un message qui a été vu plus d'1 million de fois et qui a été énormément partagé, qui est celui de Latifa Ziaten, qui est une femme formidable et qui dit non, il faut faire quelque chose. Donc j'appelle les parents, tous les parents à raisonner leurs enfants. La violence ne peut être une solution. Dégrader son environnement, c'est se faire du tort à soi-même. Vous méritez mieux que ces émeutes. Vous valez plus que la haine. Ne vous rabaissez pas à détruire. Et globalement, on voit bien une femme, une mère respectée qui montait au créneau. Après, quand on parle des parents et des pères, on se dit, alors les pères, ils font quoi? Alors il y a eu un petit dérapage. En tout cas, on peut imaginer que ça n'était pas l'idée, mais vous savez que le préfet de l'Hérault a expliqué 2 claques et au lit. Mais le 2 claques et au lit, ça a déclenché une polémique. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui étaient d'accord, mais globalement, les messages étaient plutôt plus négatifs en disant que c'était caricatural. Et en tout cas, il a eu moins de succès sur la baffe que M. Bayrou, qui, en son temps, rappelez-vous... Il l'avait pratiqué, et ça lui avait plutôt réussi. On ne peut pas dire que ça a réussi au préfet. Et donc, finalement, le plus efficace, c'était des images comme celle que nous allons regarder, qui est effectivement, quand on voit les pères, cette fois-ci en action, ou les mères, eh bien, ce sont des images qui utilisent les codes que les jeunes, puisqu'en fait là on s'adressait avant plutôt aux adultes, que les jeunes comprennent. Donc voilà cette image. Alors,
Il fout dans le coffre son fils. Voilà, le monsieur excédé se dit non, là c'est bon, hop, il récupère son fils et le met dans le coffre. Alors la petite histoire dit qu'il visiblement il y avait déjà un autre enfant dans le coffre, donc il faisait un quart de ramassage. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Parce on a vu une mère aussi. On a vu une mère aussi qui allait chercher son enfant et qui le tirait par l'oreille. On a vu une mère qui se mettait devant l'école. Voilà. Dans le bureau du directeur. Ouais. Et ces vidéos-là, elles ont eu énormément d'effets, un effet extrêmement positif, parce que ce sont les codes des jeunes, ça s'adresse aussi aux jeunes, c'est valorisant pour les parents. D'ailleurs, le message qui est là vous dit « ça c'est du daron avec un grand D, son fils n'a rien à faire là, mais quelque part c'est une façon de valoriser. » Jean-Marie, vous parlez le daron. Le daron et la daronne, mais bien sûr. Un daron, c'est un père, voilà. Et donc, voilà, c'est ce genre d'actions qui ont été finalement très efficace, parce que là, il n'y avait pas de polémique en soi, même si dans l'absolu, on ne conseille pas de ramener ses enfants dans le coffre, mais globalement, les circonstances étaient un peu exceptionnelles. Alors après, c'est d'autant plus efficace que la séquence a été plutôt bien perçue, le gouvernement et le ministre, le garde des Sceaux, et ses annonces ont été bien perçues, jusqu'au moment où, il y a toujours un petit moment où ça va trop loin, et donc là, voilà, eh bien, le ministre de la Justice, après avoir fait des annonces qui ont été appliquées, a proposé aussi de remettre un flyer. Vous vous rappelez les flyers? Ce gouvernement aime beaucoup les flyers. Alors, un petit flyer pour expliquer en termes simples, voilà, les obligations aux parents. Donc, évidemment, les internautes ont tout de suite ressorti en disant « Ah, mais ça nous dit quelque chose, cette histoire de flyer. On n'avait pas déjà fait un flyer pour empêcher les violences de genre et pour faire en sorte que... » Donc, je ne vous cache pas qu'il y a une petite théorie qui est « Est-ce qu'ils auraient un ami imprimeur ?» C'est peut-être ça, l'explication. C'est l'imprimeur national. Hein. C'est possible. Et donc, ensuite... Non, en plus, là, vous êtes agresseur, alors n'agressez pas. Voilà. Oui, c'est comme vous allez aux États-Unis. C'est marqué un simple on vous demande si vous êtes un terroriste. Voilà. Comment vous dire? Et donc, globalement, ils sont tous retenus. Il y a 2 mois, c'était les flyers pour expliquer aux maris qu'il ne faut pas taper leur femme. Maintenant, c'est les flyers pour expliquer aux parents que leurs gamins doivent pas piller les Lidl. Demain, le gouvernement va bombarder des flyers en Russie pour expliquer que la guerre, c'est mal, et avec un personnage de bisounours. Donc, il y a des darons. Un autre univers pour vous, celui des bisounours. Voilà, mais en tout cas, c'était plutôt plus efficace, les vidéos des darons, que les dossiers. Vous aurez après une expression aujourd'hui, Jean-Marie, daron. Oui, daron. Voilà. Alors, il y a un nouveau concurrent à Twitter. Mais oui, un concurrent sérieux cette fois-ci, parce que vous vous rappelez quand il y a eu les histoires de Elon Musk, tout le monde s'est dit allez, je vais aller sur Mastodonte. Bon, Mastodonte, ça symbolise, voilà, c'est un mammouth, et il n'a jamais vraiment, voilà, c'est un mammouth, il est un petit peu lourd. Et donc là, il y a Thread, qui est donc, ça ressemble à ça, on va le voir dans quelques instants, le logo, parce que vous ne pouvez pas encore y accéder. Il a été ouvert cette nuit aux États-Unis, déjà 5 millions de personnes se sont abonnées, d'ailleurs 6 millions tout à l'heure, j'ai vérifié avant de rentrer. On n'a pas encore en Europe, mais là où c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, c'est Meta qui est derrière, qui va y avoir un lien avec Instagram, que aujourd'hui Twitter est un peu secoué, et donc il va bientôt arriver chez nous. Il est fort probable que ce soit, alors je crois que je vous ai mis un message avec les fonctionnalités. En fait, ça vous permet de discuter, de partir depuis votre compte Instagram, donc qui est un compte un réseau social qui monte et qui marche bien, qui est basé sur les images. Là, ça sera le pendant en texte. Ça fonctionne. C'est une alternative à Twitter. Et d'ailleurs, Elon Musk ne rigole pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'on fera de différent à part effectivement le lien avec Insta? En fait, vous allez pouvoir envoyer des messages, vous allez pouvoir avoir des books, vous allez pouvoir... Enfin voilà, c'est un réseau social avec plein de fonctionnalités, mais en fait, les gens cherchent une alternative à Twitter et n'arrivent pas vraiment à s'en éloigner. Il n'y a pas d'alternative vraiment, et là, c'en est une. Et le combat va être plus qu'intéressant, parce que c'est le combat... Business aussi, hein. Énormément de business. Une bataille de business entre Twitter et c'est Zuckerberg et Musk, et la réalité d'un marché, d'un marché publicitaire qui existe, d'une plateforme. Et je trouvais intéressant de se dire que la semaine où on veut interdire les réseaux sociaux en France, il y en a un nouveau qui arrive, et c'est pas un petit, c'est un réseau social avec énormément de moyens. Donc là, la bataille, elle va être vraiment intéressante à suivre. Vous allez vous régaler, ma chère Véronique. Mais c'est trop bien. Encore plus de boulot. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, qui sera la dernière émission de l'été. Et puis on vous retrouvera à la rentrée. Mais bon, c'est pas le moment des au revoir. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.